bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série sur ma chaîne. Celle-ci se focalisera sur les livres de The Witcher, et chaque épisode sera un résumé d'un chapitre ou d'une nouvelle en suivant l'ordre de parution des livres. Cela vous permettra de vous donner les clés afin d'entrer dans cet univers formidable qu'est celui de The Witcher. Je me permettrai à chaque fin d'épisode de faire un petit récapitulatif avec quelques mots-clés pour surligner ce qui était important. Et il m'arrivera parfois de mettre en parallèle ces histoires avec celles de la série Netflix, afin d'en faire une critique. Vous allez sûrement me poser la question « As-tu aimé la série Netflix ?» Et je vous répondrai que non. Pardon ! Je trouve que c'est une très mauvaise adaptation qui fait ce qu'elle veut en dépit de la cohérence avec son univers. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette série de vidéos. Cela vous montrera la dinguerie à côté de laquelle la série Netflix est en train de passer. Attendez, mais c'est de la merde ce Série. Vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. Petit disclaimer, je n'ai lu qu'une seule fois les livres il y a de ça 8 ans. Je ne connais donc pas tout sur le bout des doigts. Je redécouvre des choses en relisant les livres pour ces vidéos. Donc s'il m'arrive de me tromper sur un point, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire afin que j'apporte un correctif plus tard. Bien, après ces belles paroles, lançons-nous enfin. La série de livres The Witcher a été écrite dans les années 90 par le Polonais Andrzej Sapkowski. Et la première histoire qui nous est racontée est une nouvelle appelée Le Sorceleur, dans le premier tome, Sorceleur, le dernier vœu. L'histoire commence dans l'un des principaux royaumes du Nord, la Témérie. Et plus précisément dans sa capitale qui est Wyzima, en l'an 1250. On y retrouve un homme muni d'un manteau noir faisant le tour des auberges à la recherche de celle qui sera le moins fréquentée. Le barman du cabaret que l'homme avait décidé de rentrer le décrivit comme quelqu'un ayant les cheveux blancs, mais sans pour autant être vieux, possédant une épée dans le dos. L'étranger demanda une chambre pour passer la nuit, mais tout en remarquant son accent venant de Rive, le barman refusa. L'homme insista, mais un groupe épiant la conversation intervint. Il voulait que le vagabond de Rive quitte les lieux, mais celui-ci rétorqua qu'il devait d'abord finir sa bière. Un des membres du groupe fit valdinguer sa chope et se mit en position de combat. L'inconnu agit alors calmement. L'homme avait tué les 3 personnes du groupe et par conséquent provoqua la terreur chez les personnes présentes durant le massacre. Quelques instants plus tard, la garde arriva en urgence dans le cabaret pour interpeller le fauteur de troubles. Mais celui-ci les prévint qu'il allait voir leur responsable de son propre chef. La garde n'avait que faire de ce que voulait l'homme. Il fallait l'arrêter. Ils avancèrent, mais l'homme d'un geste fit scintiller les clous de son armure en cuir. La garde prit peur et l'homme partit en direction du bureau de leur chef, suivi derrière par les gardes qui marchaient à reculons. L'inconnu fut pris en charge par le burgrave qui se présenta sous le nom de Vélérad. Il l'interrogea sur le meurtre des 3 personnes au cabaret, mais celui-ci sortit de sa manche l'appel royal qui était placardé un peu partout dans le royaume. Vélérad comprit alors qu'il avait affaire à un sorceleur, un spécialiste dans la chasse de monstres. Le burgrave prit alors un ton beaucoup plus amical avec le sorceleur, et demanda à celui-ci de se présenter. Il lui donna son nom, Géralt, et montra en signe de preuve son médaillon de sorceleur, représentant un loup montrant ses crocs. Vélérad perçut son accent, et le nomma Géralt de Rive. Le sorceleur avait fait parler de lui pour arriver plus rapidement vers quelqu'un qui aurait des informations concernant cet appel royal. Vélérad lui explique qu'il y a à peu près 14 ans, Foltest, le roi de la Témérie, du Pontar et de Mahakam, avait eu des relations incestueuses avec sa sœur avant de monter sur le trône. Sa sœur Ada était à peine enceinte de lui qu'il envisageait déjà de se marier avec elle, même s'il savait qu'il pouvait fragiliser la relation entre la Témérie et la Rhédanie. En effet, la main de la fille du roi Vizimir de Rhédanie était promise à Foltest. Lors de l'accouchement, Ada décédera en donnant la vie quelques instants à une chose qui était censée être leur fille, mais celle-ci périt juste après. Foltest installa le cadavre de l'enfant dans le sarcophage de la crypte du palais. Malheureusement, 7 ans plus tard, le sarcophage s'ouvrit la nuit pour y laisser sortir une strige. Le monstre décima tous ceux qui étaient sur sa route durant la nuit.
Le palais fut évacué et des mages cherchèrent un moyen de désenvoûter la créature. Parmi eux, un seul proposa une solution potable. Il fallait passer une nuit entière dans la crypte. Plusieurs personnes avaient essayé, mais tous périrent la nuit. Quant aux sorceleurs, ils ne voulaient pas risquer leur vie pour désenvoûter la Strige. Cela fait maintenant un peu plus de 6 ans que tout cela dure, et le roi a toujours espoir que sa fille soit désenvoûtée. Mais les personnes qui l'entourent sont plutôt d'avis de tuer la créature, car le pouvoir de Foltest commence à vaciller face aux autres royaumes. L'appel royal propose 3000 orins à celui qui désenvoûtera la princesse. Mais Vélérad proposa à Gérald 1000 orins pour tuer la créature et utiliser l'excuse de l'erreur face au roi. Gérald accepta, mais pour le prix de 1500 orins. Le lendemain, Gérald et Vélérad partirent à la rencontre du roi. Quand le sorceleur vit le roi pour la première fois, il constata que celui-ci était quelqu'un de beau, qui avait à peine la quarantaine. Gérald subit un interrogatoire de Foltest sur ses expériences passées. Il expliquera au roi que ce n'est pas sa première strige, mais il ne rentra pas dans les détails car son code de sorceleur lui demande de garder le secret professionnel. Foltest explique à Gérald que même si c'est un expert, il veut que la strige soit désenvoûtée, en faisant bien comprendre que si celle-ci est tuée, Gérald le serait aussi. Le roi profita aussi de cette occasion pour faire taire les rumeurs concernant la promesse de la main de sa fille en récompense. Surtout avec quelqu'un comme Gérald, mais celui-ci rétorqua qu'il n'était en rien intéressé par la main de sa fille. Même si Foltest méprisait les sorceleurs, il reconnaissait quand même que Gérald était intelligent. Avant de partir à l'action, Gérald passa du temps à enquêter en interrogeant Segelin et Ostritz, 2 assistants de Foltest mis à disposition pour donner toutes les informations nécessaires sur la strige pour le sorceleur. Peu avant le départ de Gérald, le roi Foltest fit irruption, afin de partager avec le sorceleur ses doutes sur la confiance qu'il pouvait lui porter. Il avait eu vent des rumeurs sur des personnes désirant voir la strige mourir en échange d'une prime moitié moins chère que celle du roi. Cela arrangerait ces personnes, car le sorceleur serait exécuté et l'argent resterait dans leur poche. Pourtant, le roi avoua à Gérald qu'il ne pourrait exécuter quelqu'un qui tuerait la strige, sauf si celui-ci ne tente rien pour la désenvoûter. Le sorceleur confia alors au roi qu'il ne comptait pas tuer le monstre. Même si cela ne le réconforta pas entièrement, le roi partagea son inquiétude sur le futur de sa fille si Gérald réussit à la désenvoûter. Pour lui prouver qu'il pouvait lui faire confiance, Gérald brisa son code de sorceleur pour lui avouer qu'il y a des possibilités que sa fille ait des problèmes psychiques irréversibles et que sa fille pourrait se retransformer en strige. Gérald divulgua le secret pour maintenir la princesse dans un état normal. Cette information était secrète, mais la réussite du sorceleur pourrait lui coûter sa propre vie. Il faudrait faire porter à la princesse en permanence une chaînette en argent équipée d'un saphir avec une bulle d'air à l'intérieur, et de brûler des branches de genévrier chaque soir dans sa chambre. Foltest apprécia, et finalement annonça à Gérald qu'il avait la permission de tuer la princesse, si le sorceleur considérait que son état n'était pas normal après le désenvoûtement. Le roi partit, mais il ne pouvait s'empêcher de ne pas avoir une confiance totale envers le sorceleur. La nuit allait tomber. Gérald était déjà sur les lieux, il avait commencé à préparer tout son matériel ainsi que ses potions. Les sorceleurs réalisent eux-mêmes leurs potions, elles leur permettent de booster leur aptitude. Malheureusement, elles ne sont pas à mettre entre toutes les mains. En effet, pour un sorceleur, cela peut apporter des modifications physiques, comme par exemple une peau plus blanche ou des veines visibles. En revanche, pour un simple humain, ces potions sont mortelles. Il se mit en position de repos afin d'attendre le début de la nuit et de voir la strige sortir de la crypte. Comme il le savait, son repos fut de courte durée. Le sorceleur avait entendu de très loin quelqu'un arriver. C'était Ostritz, son futur appât. Celui-ci allait voir le sorceleur pour lui proposer de partir et de ne pas tuer la créature, en échange de 1000 orins. Gérald savait que quelqu'un allait se montrer. Il avait compris qu'Ostritz voulait voir Foltest déstabilisé de son trône à cause du monstre, afin de laisser le roi Vizimir, adulé par beaucoup, même à Vizima, prendre le pouvoir.
Mais la politique n'intéressait pas le sorceleur. Tout ce qu'il voulait, c'est faire son métier proprement. Le refus de Geralt rendit Ostritz fou de rage et commença à sortir une dague. Malheureusement pour le pauvre bougre, Geralt était de base rapide, mais ses potions l'avaient rendu aussi vif que l'éclair, ce qui permit au sorceleur de l'assommer en quelques secondes. Une fois réveillé, Ostritz avoua à Geralt qu'il était amoureux d'Ada, et que voir Foltest dans une relation incestueuse avec celle-ci et l'arrivée de leur enfant poussa Ostritz à les maudire, sans savoir que cela aurait des répercussions. La malédiction s'activa 7 ans après la mort d'Ada et de sa fille. Il était l'heure. Geralt détacha Ostritz et lui ordonna de partir. Ostritz savait quel rôle le sorceleur lui avait donné. Il prit alors ses jambes à son cou, mais cela ne suffirait pas à échapper à la Strige. Ce qui va suivre est la cinématique d'introduction du jeu vidéo Witcher 1, qui suit mot pour mot le combat du sorceleur contre la Strige.
Le sorceleur avait réussi à désenvoûter la strige, mais la jeune princesse l'attaqua au cou. Gérald perdit beaucoup de sang, mais réussit difficilement à maîtriser la princesse en la mordant au cou. Le sorceleur tituba jusqu'à la sortie de la crypte, mais perdit connaissance. Gérald se réveilla dans un lit quelques jours plus tard, avec un énorme pansement sur sa blessure grave au cou. Son premier réflexe fut de trouver son épée. Vélérad, qui était juste à côté, rigola en lui montrant son épée qui était juste à côté de lui. Gérald demanda si la princesse était saine et sauve. Vélérad lui répondit que tout allait bien et qu'il n'avait jamais vu Foltest aussi heureux. Fin. Cette première nouvelle nous permet de nous introduire un univers médiéval fantastique avec comme personnage principal Gérald de Rive. C'est un homme froid, différent des autres, qui est mercenaire spécialisé uniquement dans la chasse de monstres, appelé dans ce monde sorceleur. Il peut ingurgiter des potions qui peuvent être mortelles pour n'importe quel humain. Et en plus de bien se battre à l'épée, il a la capacité d'utiliser la magie. Les sorceleurs, étant des professionnels, préfèrent avoir toutes les informations avant de passer à l'action. On apprend aussi que des magiciens sont présents dans cet univers et que les monstres sont parfois des gens maudits. L'aspect politique est central dans cette nouvelle avec Foltest et on comprend qu'il y a des tensions entre les royaumes, surtout entre la Témérie et la Rhédanie. Mais finalement, quand on voit la conversation entre Foltest et Gérald, on nous rappelle que les rois sont aussi humains et que Foltest serait prêt à tout pour le bien-être de sa famille, quitte à affaiblir la couronne. Petit détail, les origines de Gérald changeront par la suite. Il ne viendra plus de Rive et n'aura plus d'accent. Enfin, il gagnera le titre de Rive bien plus tard dans les romans. L'adaptation Netflix n'est pas le premier épisode de la série. Elle reprend à sa manière la nouvelle, quitte à avoir de grosses incohérences avec elle-même. Pour commencer, il n'y a pas d'appel royal, ce sont juste des rumeurs comme quoi les mineurs proposeraient une prime pour tuer un monstre qui tue des gens dans le château de Foltest. Gérald a besoin d'argent, il part donc voir les mineurs. L'inactivité et la lâcheté du roi Foltest face au monstre facilitent la création de rébellions au sein des mineurs. Ostritz, qui traînait dans le coin apparemment, va mater la rébellion avec la garde. La scène nous montrera dès le début que ce sera le méchant. Le méchant. On nous introduira ensuite Triss Merigold, une magicienne qui remplacera le personnage de Vélérad. Triss avait été envoyée en Témérie pour sauver la créature. Gérald et Triss enquêteront ensemble pour découvrir que le monstre est une strige envoûtée et partiront à la recherche du possible amant d'Ada. Quand Gérald va voir Foltest avec Triss, on nous montre un Foltest vieux et mou, refusant de divulguer la moindre information. Finalement, en fouillant le château, Gérald comprit qu'Ostritz avait un lien avec l'affaire, vu qu'il avait retrouvé son odeur sur le lit d'Ada. Ostritz avoua qu'il était jaloux de Foltest, car celui-ci couchait avec sa propre sœur.
C'est pour cela qu'il maudit Foltest, mais la malédiction a finalement atteint Ada. Refusant de révéler la solution pour désenvoûter la Strige, Gérald l'assomma. Gérald partit en direction du château, mais Foltest l'attendait à l'entrée pour lui dire qu'il se préoccupait de sa fille. Bref, Ostritz se réveilla dans le château et expliqua comment retirer la malédiction avec des paroles elfiques, 5 secondes avant l'arrivée de la Strige. La suite est à peu près la même chose que la nouvelle dans le livre. Premier problème. Pourquoi des gens vont dans un château abandonné la nuit en sachant éperdument qu'il y a un monstre qui rôde la nuit depuis 6 ans? On peut pas me dire que le monstre est sorti à l'extérieur du château, car l'entrée du château est gardée par des soldats de Foltest. Si le monstre sortait, il les tuerait à chaque fois et la garde refuserait de prendre ce poste. De plus, Foltest attend la nuit, certes avec sa garde, l'arrivée du sorceleur. Ça aurait été dommage si la créature sortait pile poil à ce moment-là. Autre problème, on ne comprend pas pourquoi Triss veut désenvoûter la créature, alors qu'elle ne sait même pas ce que c'est. De plus, celle-ci est surprise d'apprendre que ça pourrait être une Strige, alors qu'elle croyait que les Striges étaient des légendes. Donc par conséquent, à aucun moment Foltest devrait fuir et empêcher quiconque de tuer la créature en se basant sur le fait que ce soit sa fille car la crypte fut saccagée. La créature aurait pu être une goule qui s'est introduite dans le château pour manger les cadavres. Foltest fait appel à des magiciens dans le livre. Il veut déterminer à quoi il a affaire. Ce n'est pas pour rien que les sorceleurs existent dans ce monde. Ils sont là pour identifier le mal, eux aussi. Sinon, l'enquête de Gérald et Triss est vraiment bizarre. Ils basent leur enquête sur une rumeur comme quoi Ada avait un amant avant même de savoir que la créature était une Strige. L'info est lâchée comme ça, en plein milieu d'une phrase, alors que ça n'a rien à voir avec la créature. Et la façon dont ils résolvent l'enquête est vraiment inintéressante. Ils trouvent comme par hasard un semblant d'indice dans la boîte à musique d'Ada, et Gérald renifle l'odeur vieille de 14 ans d'Ostritz sur les draps d'Ada. Je n'ai pas vraiment compris si Ostritz revenait souvent faire ses affaires dans les draps d'Ada, mais si c'est le cas, pourquoi les gens n'ont rien suspecté? Alors qu'Ostritz rentrait dans le château souvent. Et bien sûr pas de nuit, car il y a la Strige. Autre point, pourquoi Gérald part au château désenvoûter la Strige sans savoir comment faire? Ça fait 6 ans que la créature existe, alors pourquoi se presser même si c'est la pleine lune? On l'a vu avec les livres, Gérald se prépare, il prend connaissance des habitudes de la Strige pour déterminer qu'en utilisant un appât, elle serait moins performante une fois repue, afin de faciliter sa survie durant la nuit. Car il savait déjà comment faire pour désenvoûter la Strige. Il l'avait déjà fait avec une autre personne, et c'est pour cela qu'il connaît la solution pour éviter à la fille de se retransformer. Là, Gérald connaît la cause, le problème et une partie de la solution, mais il ne sait pas comment l'appliquer. Il explique à Foltest qu'il a déjà essayé de désenvoûter une Strige, mais que finalement, il dut la tuer. C'était quoi sa méthode pour la désenvoûter? La tuer à coups d'épée? Tu m'étonnes que ça n'ait pas marché. Ce qui me fout le plus la rage, c'est Foltest. Il a attendu comme un sac à merde depuis 6 ans sans rien faire. Comme on l'a vu dans les livres, Foltest est droit et juste. Il ne se soucie pas que les gens sachent qu'il a eu une relation avec sa sœur. La mission qu'il donne est juste de désenvoûter la princesse, et ce, quoi qu'il en coûte pour lui. Les gens ne sont pas assez intelligents pour savoir l'origine du monstre, car une partie du peuple ne sait même pas lire. Ce n'est pas pour rien que des rumeurs débiles tournent sur le fait que la main de sa fille soit donnée si celle-ci est désenvoûtée. Et finalement, la nouvelle nous fait douter sur les personnes qui pourraient être le plus cruelles. Foltest, qui exécuterait la personne qui tuerait sa fille qu'il tente désespérément de sauver? Le sympathique Vélérad, qui enverrait Gérald tuer la créature en sachant éperdument qu'il sera certainement exécuté par Foltest? Ou Ostritz, un homme jaloux de Foltest qui maudit sans le savoir la princesse avec de simples paroles? Finalement, on peut se dire qu'Ostritz n'est pas si méchant que ça, il a simplement souffert depuis toutes ces années. Et Foltest, qui perd toute sa nature de roi pour devenir un simple humain, voulant se focaliser sur la survie de sa fille. Malheureusement, la série Netflix est pour moi un échec. Dans la saison 1, elle ne prend pas son temps pour développer ses personnages et son univers. Je suis en train de te demander la justification des personnages. Comment il marche ton monde? C'est quoi la géographie? C'est quoi les ethnies qui le composent? C'est quoi le lore? C'est quoi l'histoire? Merde! Les livres sont intelligents et simples à suivre. Ils prennent leur temps pour ne pas gaver le lecteur d'un trop-plein d'informations, afin de leur donner au fur et à mesure les clés pour comprendre l'univers, ses personnages, et pour agrandir par la suite la place de la politique dans le récit. Au final, cette série est un peu comme votre prof d'histoire géo. Elle vous raconte l'histoire, mais se permet d'y ajouter son propre avis. Ici, la série nous impose sa vision américaine, où tout doit être aseptisé, parfois au travers des réflexions de Gérald. On diabolise l'inceste alors que cela n'a rien à faire ici.
Dans la nouvelle, la liaison entre Foltest et Ada est révélée dès le début, et ça ne choque ni les personnages, ni les lecteurs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes dans un monde médiéval, donc l'inceste est sûrement courant et pas que chez les rois. Nous sommes aussi dans un monde imaginaire, où les règles sont différentes des nôtres. Et enfin, on parle de The Witcher, une œuvre mature où la notion du bien et du mal est assez vague. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Les rajouts de la série, pour étoffer certains points survolés par la nouvelle, sont parfois intéressants, et l'ajout de nouveaux personnages, pour les introduire plus tôt dans la série, est une bonne idée. Mais tout cela est mal exécuté. En réécrivant l'histoire, ils ajoutent de grosses incohérences, ce qui empêche le spectateur d'y croire, et par conséquence de s'immerger entièrement dans cet univers. En sort alors une bouillie moyenne qui ressemble à toutes les autres productions oubliables d'Heroic Fantasy récentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de connaître la suite via mes vidéos. Si c'est le cas, je vous recommande de lâcher un petit pouce bleu. Sinon, j'espère que vous vous lancerez dans la lecture de la saga The Witcher. On se retrouve plus tard pour la suite. Bye!